Mes parents ont volé mes 85 000 € pour offrir une Audi à ma sœur. J'ai porté plainte pour fraude. Ma mère a hurlé. Tu détruis cette famille. Retire ça. J'ai jeté le dossier police sur le gâteau. Vendez la voiture ou je vous envoie en prison. Je m'appelle Colline, j'ai 29 ans et je suis une survivante. Il y a encore 6 mois, j'étais la proie idéale, la victime consentante d'une escroquerie sentimentale orchestrée par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus au monde, mes propres parents. Ils ont exigé que je finance leur vie de luxe et les caprices de ma sœur aînée alors que je vivais dans une précarité absolue, comptant chaque centime pour ne pas finir à la rue. Mais un jour, j'ai dit stop. Au lieu de céder à leur énième chantage, je les ai traînés devant la justice pour vol d'identité et fraude bancaire. Ils ont hurlé, ils ont pleuré, ils m'ont traité de monstre ingrat qui voulait la mort de son père. Mais quand la police a frappé à leur porte au petit matin, le silence qui a suivi a été la plus belle mélodie que j'ai jamais entendue. Voici l'histoire de ma libération, et comment j'ai repris le contrôle de ma vie. Il est 7h55 du matin, un vendredi de novembre à Paris, dans le 18e arrondissement. Dehors, le ciel est d'un gris métallique, typique de l'hiver parisien qui s'installe. À l'intérieur de mon studio de 18 mètres carrés, il ne fait guère plus chaud. Je suis assise sur mon lit, enroulée dans 2 couvertures en laine mité que j'ai récupérées chez Emmaüs, mon souffle créant de petits nuages de vapeur blanche à chaque expiration. Je n'ai pas allumé le chauffage électrique depuis 3 semaines. L'électricité coûte trop cher, les factures d'énergie ont explosé, et je vis avec la peur constante de voir le courant coupé. Je frotte mes mains l'une contre l'autre pour essayer de faire circuler un peu de sang dans mes doigts engourdis. Sur ma table basse, un morceau de baguette rassis de la veille et un bol de soupe instantanée premier prix constituent mon petit déjeuner. C'est mon rituel, ma triste réalité, ma prison dorée d'architecte freelance qui travaille 70 heures par semaine mais vit comme une étudiante fauchée. Soudain, mon téléphone vibre sur la table de nuit, brisant le silence pesant de la pièce. Le son de l'alarme est strident, agressif. C'est le rappel que j'ai programmé il y a 3 ans et que je n'ai jamais osé désactiver. L'écran s'illumine et affiche ces mots qui me nouent l'estomac. Transfert maman ou papa, urgence. Mes doigts, raidis par le froid et l'appréhension, déverrouillent l'écran fissuré de mon vieux smartphone. J'ouvre mon application bancaire avec une lenteur calculée, presque douloureuse. Le solde s'affiche en rouge, clignotant comme un avertissement que j'ignore délibérément depuis trop longtemps. Il me reste exactement 642 € pour finir le mois. C'est tout ce que j'ai. Sans hésiter, comme un automate programmé pour sa propre autodestruction, je saisis le montant habituel, 600 €. Destinataire, maman. Motif, aide médicale papa. Je regarde le chiffre. 600 €. C'est mon budget nourriture pour 2 mois. C'est le manteau chaud que je ne m'achèterai pas cet hiver. C'est la réparation de la fuite d'eau dans ma salle de bain que je repousse encore. Je clique sur envoyer. Le cercle de chargement tourne pendant une seconde qui me semble durer une éternité. Puis, la confirmation apparaît, virement effectué. Mon solde tombe instantanément à 42 €. C'est tout ce qu'il me reste pour manger, prendre le métro et survivre pendant les 10 prochains jours. Une bouffée d'angoisse me serre la gorge, mais je la refoule. Je n'ai pas le choix. Du moins, c'est ce que je me répète inlassablement pour ne pas devenir folle. C'est le prix à payer pour maintenir le cœur fragile de mon père en état de marche. C'est ce qu'ils appellent l'aide médicale familiale. C'est le mensonge que j'avale chaque semaine, religieusement, bêtement. Mon père, René, souffre d'une insuffisance cardiaque de stade 3, selon les dires dramatiques de ma mère, Chantal. Les médicaments coûtent une fortune, les spécialistes ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, et il a besoin de calme, de repos absolu, et surtout, de ne jamais être contrarié. Si je rate un virement, si je suis en retard d'1 heure, ma mère m'appelle en pleurs, hurlant que je suis en train de tuer mon père. Que son cœur ne supportera pas le stress du manque d'argent. Que je serai responsable de son infarctus. Alors je paie. Je vends mes semaines, mes heures de sommeil, ma jeunesse, pour leur confort. Je suis l'enfant docile, la fille responsable, celle qui porte le fardeau sans se plaindre. 1 minute à peine après le virement, mon téléphone vibre à nouveau. Un SMS de ma mère. Je m'attends à un merci, ou peut-être un comment vas-tu ma chérie? Quelle naïveté. Je lis le message, bien reçu.
Essaie d'envoyer plus tôt la semaine prochaine, ta sœur Elodie a son rendez-vous chez le dermatologue à 9 heures, elle a besoin de cash pour ses crèmes spéciales. Je relis le message 2 fois, sentant une brûlure acide dans ma poitrine. Elodie. Ma sœur aînée de 32 ans. La princesse de la famille. Celle qui n'a jamais travaillé plus de 3 mois d'affilée dans sa vie, qui se rêve influenceuse Instagram, et qui vit toujours chez nos parents, nourrie, logée, blanchie. Mon argent, cet argent que je gagne à la sueur de mon front et que je pensais destiné à sauver le cœur de mon père, sert donc aussi à payer les soins de visage de ma sœur. Je pose mon téléphone face contre terre, comme pour cacher cette réalité obscène. Je regarde par la petite fenêtre de toit. La pluie commence à tomber sur Paris, froide et indifférente. Je me sens vide. Je me sens utilisée. Mais je ne sais pas encore à quel point. Je ne sais pas que ce virement de 600 € était le dernier clou de mon cercueil financier, ni que la vérité est sur le point d'éclater d'une manière si brutale qu'elle va changer ma vie à jamais. Avant de continuer cette histoire sordide, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'ai besoin de sentir que je ne suis pas seule, que quelqu'un, quelque part, comprend ce que je traverse. PHN2, Kunestet NHCNA et NHNGVT Sokwakash. Je me lève difficilement, mes articulations craquent sous l'effet du froid humide de l'appartement. Je marche jusqu'à mon petit bureau en contreplaqué bancal et j'ouvre le tiroir du bas, celui qui coince un peu. Au fond, caché sous des piles de factures impayées et de relances administratives, se trouve un carnet noir, à la couverture écornée et taché de café. Je l'appelle le livre de la honte. Ce n'est pas un journal intime où je raconte mes rêves. C'est un livre de contes. Un registre macabre, précis et détaillé de chaque euro que j'ai donné à ma famille au cours des 3 dernières années. Je l'ouvre et les chiffres dansent devant mes yeux fatigués, une litanie de ma propre stupidité et de ma soumission. Je tourne les pages, mon doigt trace les lignes d'encre bleue, chaque entrée étant une cicatrice sur mon compte en banque et sur mon âme. 15 janvier, 500 € pour la réparation urgente de la toiture de leur maison. Je suis passé 2 mois plus tard pour déposer des courses, il y avait toujours une vieille bâche en plastique bleu sur le toit. Aucune réparation n'avait été faite. 3 février, 200 € pour les vitamines spéciales importées des USA de papa. 10 mars, 1200 € pour un spécialiste du cœur réputé à Lyon. Ils n'y sont jamais allés, prétextant une grève surprise des trains à la dernière minute, mais l'argent n'est jamais revenu. 20 avril, 800 € pour payer les frais de scolarité de l'école de design d'intérieur d'Elodie. Elle a abandonné après 2 semaines parce que le professeur dégageait une énergie négative. Je continue de tourner les pages. 150 € par-ci, 300 € par-là. Chaque ligne représente une privation pour moi. Chaque ligne est un repas sauté, une sortie refusée avec des amis que je ne vois plus, des chaussures trouées que je continue de porter en mettant du carton à l'intérieur. J'ai fait l'addition hier soir, dans un moment de lucidité masochiste. Le chiffre est gravé dans ma rétine, comme marqué au fer rouge. 85 000 €. 85 000 €. En 3 ans. Avec cet argent, j'aurais pu acheter un petit studio modeste en banlieue parisienne. J'aurais pu avoir un chez moi. J'aurais pu voyager, voir la mer, respirer. Au lieu de cela, je suis ici, à trembler de froid, terrifiée à l'idée que ma carte bleue soit refusée à la caisse du supermarché pour un paquet de pâtes. Mais ce n'est pas seulement l'argent. L'argent, ça se gagne, ça se perd. Ce qui fait le plus mal, c'est le mépris. Les souvenirs affluent, tranchant comme des lames de rasoir, ravivant des douleurs anciennes. Je me souviens précisément du jour de ma remise de diplôme d'architecte. J'avais 24 ans. J'avais travaillé comme une forcenée, cumulant les petits boulots de nuit dans des fast-foods pour payer mes études sans rien leur demander, car ils disaient n'avoir pas les moyens. J'étais major de ma promotion. J'étais si fière. J'avais réservé 4 places au premier rang, les meilleures places de l'amphithéâtre. Il pleuvait des cordes ce jour-là. Une pluie battante, glaciale. J'ai attendu dans le hall, ma toge sur les épaules. J'ai scanné la foule des parents souriants, cherchant désespérément le visage de mes parents, le sourire de ma sœur. La cérémonie a commencé. Les noms ont été appelés. J'ai marché sur l'estrade, j'ai pris mon diplôme, j'ai souri pour la photo officielle. Mais quand j'ai regardé vers le public, mes 4 chaises étaient vides. Vides et froides. À la sortie, seule sous le porche, j'ai reçu un SMS de mon père.
Désolé ma puce, on ne peut pas venir. Élodie vient de se faire larguer par son copain Kevin, elle est dévastée, elle pleure sans arrêt. On ne peut pas la laisser seule dans cet état. On doit rester avec elle pour la consoler. On fêtera ton diplôme une autre fois. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi, seule, serrant mon diplôme roulé sous mon bras pour le protéger de l'humidité. Je pleurais en silence, mes larmes chaudes se mêlant aux gouttes de pluie froide sur mon visage. Ils avaient choisi de consoler ma sœur de 27 ans pour une rupture amoureuse banale de lycée plutôt que de célébrer 5 années de travail acharné et la réussite de leur autre fille. Ce soir-là, tard dans la nuit, j'ai vu une photo sur le Facebook de ma mère. Elle l'avait postée puis rapidement effacée, sans doute en réalisant sa gaffe. Ils étaient au restaurant, tous les trois, devant un plateau de fruits de mer royale avec du vin blanc. La légende disait, rien de tel qu'un bon repas en famille pour remonter le moral de notre princesse Élodie. L'amour guérit tout. J'ai fait semblant de ne pas l'avoir vue. Je me suis dit que c'était une erreur, un malentendu, ou peut-être une vieille photo. J'ai avalé la pilule, comme toujours. J'ai continué à payer, à espérer qu'un jour, si je donnais assez, si je saignais assez financièrement et émotionnellement, ils finiraient par m'aimer autant qu'ils aimaient Élodie. Quelle erreur monumentale. L'amour ne s'achète pas. Mais le mépris, lui, coûte très cher. Et je venais de recevoir la facture finale, sans le savoir. Je referme le carnet brutalement, soulevant un petit nuage de poussière dans la lumière grise du matin. Je pensais avoir touché le fond de la tristesse. Je pensais que ma vie ne pouvait pas être plus pathétique. Mais je me trompais lourdement. Le véritable coup de poignard n'avait pas encore été porté. Il allait arriver dans quelques minutes, sous la forme d'une simple notification Instagram. PHN3, Livestream NHMNH et STHTV-YQ et mon téléphone vibre à nouveau, me faisant sursauter. Mon cœur s'emballe. Est-ce encore ma mère qui demande un supplément pour le taxi d'Élodie? Je regarde l'écran. Non, c'est Victoire. Victoire est ma seule véritable amie, mon ancre dans ce monde de fous. Elle est la seule qui connaît la vérité crue sur ma famille, la seule qui a essayé de m'ouvrir les yeux, souvent en vain. Nous nous étions un peu éloignés ces derniers temps parce qu'elle ne supportait plus de me voir me faire exploiter sans réagir. Elle me disait souvent, « Colline, tu n'es pas leur fille, tu es leur banquier. » Le message est court, urgent. « Colline, ne panique pas, respire un grand coup. » Mais tu dois voir ça. Tout de suite. Clique sur le lien. Je suis désolée, ma belle. Un lien Instagram est joint au message. Je fronce les sourcils, une boule se formant dans ma gorge. Je clique. L'application s'ouvre. Ce n'est pas un direct, c'est un enregistrement d'écran. Victoire a eu la présence d'esprit d'enregistrer un live qui vient tout juste de se terminer. Le live était diffusé depuis le compte privé de ma sœur, Élodie. Je ne pouvais pas le voir en direct, car Élodie m'a bloqué il y a des mois pour ne pas que je sois jalouse de sa vie trépidante, disait-elle. La vidéo commence. Le son est saturé, explosif. De la musique rap française agressive, des basses lourdes qui font vibrer le haut-parleur de mon téléphone. L'image est nette, trop nette, en haute définition. Je reconnais immédiatement l'endroit. C'est le showroom Audi de la zone commerciale à 10 km de chez mes parents. Le sol est en marbre blanc immaculé, les lumières spot sont éblouissantes, reflétant le luxe et l'argent. Et là, au centre de l'image, elle est là. Élodie. Maquillée comme pour un défilé de mode, vêtue d'une robe moulante dorée qui coûte probablement plus cher que tout mon mobilier, elle pose. Une main sur la hanche, l'autre caressant sensuellement le capot d'une voiture. Pas n'importe quelle voiture. Une Audi Q3 Sportback, blanc glacier, avec des finitions noires et des jantes en alliage immense. Un SUV urbain qui coûte au bas mot 45 000 €. Mais ce n'est pas le pire. La caméra tourne, tenue par une main tremblante d'excitation. J'aperçois mon père. René. L'homme qui, selon ma mère, est au bord de la mort, dont le cœur ne tient qu'à un fil. L'homme qui ne peut pas monter un escalier sans s'essouffler et qui a besoin de sieste constante. Il est là, debout sur le siège passager, la portière ouverte. Il tient une bouteille de champagne mouette et Chandon Magnum à la main. Il rit aux éclats, la tête renversée en arrière. Son visage est rouge, non pas de maladie, mais d'excitation et d'alcool.
Il saute hors de la voiture avec une agilité et une énergie que je ne lui connaissais pas depuis 20 ans. Il danse. Il fait des mouvements de bras ridicules au rythme de la musique, sautillant sur place. Son cœur a l'air de se porter à merveille. Il n'a jamais eu l'air aussi vivant. Puis, j'entends la voix de ma mère, Chantal, qui tient le téléphone et filme cette scène surréaliste. Regardez ça. Ma fille, ma princesse, elle mérite ce qu'il y a de mieux. Adieu le bus, bonjour la liberté. Tu es la reine de la route maintenant, hurle-t-elle pour couvrir la musique. Élodie s'approche de la caméra, fait une moue boudeuse puis un grand sourire carnassier. Merci maman, merci papa. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Je ne sais pas comment vous avez fait pour trouver l'argent aussi vite, mais je m'en fous, je l'adore. Elle est parfaite pour mon image. Et là, ma mère prononce la phrase qui va faire basculer mon monde, la phrase qui va transformer ma tristesse infinie en une rage froide, calculatrice et destructrice. Elle rit, un rire gras, satisfait, presque cruel, et dit distinctement « Oh, ne t'inquiète pas ma chérie. On a juste vidé le fonds de secours de l'autre idiote. Elle a fait le virement ce matin, pile à l'heure pour payer les frais de dossier et compléter le premier apport. Elle croit que c'est pour les médicaments du cœur de papa. La pauvre fille. » Mon père éclate de rire en arrière-plan en débouchant la bouteille. Son cœur saigne pour le mien. Allez, santé à la stupidité. Ça paie nos factures. Le bouchon de champagne saute avec un bruit sec. La mousse blanche coule sur le sol immaculé du concessionnaire, comme un symbole de tout cet argent gaspillé. La vidéo s'arrête brutalement. Je reste figé, le téléphone toujours dans ma main. Le silence dans mon appartement n'est plus froid. Il est brûlant. Une chaleur intense monte de mon ventre, envahit ma poitrine, mes bras, mon visage. L'autre idiote. C'est moi. Le fonds de secours. C'est ma vie. C'est mes 70 heures de travail par semaine. C'est ma faim qui me tord le ventre. C'est mes chaussures trouées. C'est mon isolement. Ils n'ont pas utilisé mon argent pour des médicaments. Ils n'ont jamais eu besoin d'aide. Ils l'ont utilisé pour acheter une voiture de luxe à ma sœur de 32 ans qui refuse de travailler. Mon père n'est pas malade. Il danse. Il boit. Il se moque de moi avec ma mère. Il rit de ma crédulité. Quelque chose se brise à l'intérieur de ma poitrine. Ce n'est pas mon cœur. C'est la chaîne. La lourde chaîne de la culpabilité et du devoir filial que je traîne depuis l'enfance vient de se rompre net, dans un fracas silencieux. Je ne pleure pas curieusement, je n'ai aucune envie de pleurer. Je ne crie pas non plus. Je ressens une clarté absolue, terrifiante, presque chirurgicale. Ils pensaient que j'étais leur vache à lait. Ils pensaient que j'étais faible, que je serais toujours là pour éponger leurs désirs. Ils pensaient que je ne saurais jamais. Ils avaient tort sur toute la ligne. Je me lève lentement. Je vais dans la minuscule salle de bain et je me regarde dans le miroir piqué. Je vois une femme fatiguée, cernée, maigre, mais dont les yeux brillent d'une lueur nouvelle. Une lueur dangereuse que je ne me connaissais pas. Le temps des sacrifices est terminé. Le temps de la guerre a commencé. Et je ne ferai aucun prisonnier. PHN4, SIMLNG et CU Anutien, si vous étiez à ma place, à cet instant précis, qu'auriez-vous fait? La colère vous aurait-elle poussé à appeler pour hurler votre rage? Auriez-vous pris votre voiture pour aller les confronter physiquement et gâcher leur fête? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir si ma réaction a été la bonne, ou si j'aurais dû exploser tout de suite. Moi, j'ai choisi le silence. J'ai compris à cet instant que le silence est une arme bien plus douloureuse, bien plus anxiogène que les cris. Les cris, ils savent les gérer. Le silence, ça les terrifie. Je retourne à mon ordinateur, calme, méthodique. Mes mains ne tremblent plus. Elles sont stables, précises, comme celles d'un chirurgien prêt à pratiquer une amputation nécessaire pour sauver le reste du corps. J'ouvre mon application bancaire une nouvelle fois. Je vois la ligne, virement permanent, maman, 6 cents semaine. Je clique sur le petit bouton supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît. Êtes-vous sûr? Je clique sur oui. Terminé. Plus un centime ne sortira de ce compte vers le leur.
Ensuite, je me connecte au portail de la mutuelle santé familiale. C'est moi qui paye leur assurance Premium Gold depuis 3 ans. Une couverture de luxe qui inclut la chambre individuelle, la télé, les dépassements d'honoraires illimités, les cures thermales. C'est un contrat à mon nom, dont ils sont les ayants droit. Je clique sur Modifier le contrat. Je fais défiler les options. Je sélectionne l'option tout en bas, Formule de base, urgence uniquement. La couverture passe du luxe absolu au minimum légal obligatoire. Je valide. Un email de confirmation arrive instantanément. Ils recevront la notification officielle par courrier recommandé dans 3 jours ouvrés. Juste le temps de commencer à paniquer. Enfin, je m'attaque à leur petit confort quotidien. Je change les mots de passe. Netflix, Spotify, Amazon Prime, Uber Eats, Deliveroo. Tous ces comptes sont liés à ma carte bancaire personnelle, et toute la famille les utilise sans vergogne, commandant des repas et regardant des films à mes frais pendant que je mange de la soupe en sachet. Mot de passe modifié. Déconnexion de tous les appareils. Je ferme les yeux un instant et je visualise la scène. Je vois mentalement les écrans s'éteindre les uns après les autres dans leur maison confortable de banlieue. La musique qui s'arrête net. Le film qui se coupe au milieu de l'action. L'application de livraison qui refuse la commande. Puis, je pose mon téléphone sur le bureau et je l'éteins complètement. Je le mets dans un tiroir. Je passe le week-end entier à dormir, à manger ce qu'il me reste dans mes placards et à regarder le plafond, savourant le silence. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiète pas pour eux. Je ne me demande pas si papa a pris ses médicaments. Je ne me demande pas si Elodie est heureuse. Je m'inquiète pour moi. Je me reconstruis. Le lundi matin arrive, gris et pluvieux. Je rallume mon téléphone. Il explose littéralement entre mes mains. Il vibre sans discontinuer pendant 5 minutes, rattrapant le temps perdu. 47 appels manqués. 12 messages vocaux. 63 SMS. Des notifications WhatsApp par dizaines. Je commence à lire, fasciné par la progression de leur panique. Les premiers messages, datant de vendredi soir, sont interrogatifs, presque polis. Colline, Netflix ne marche plus, tu as changé le code ? On voulait regarder la série. Elodie. Ma chérie, on n'a pas reçu la notification pour le virement de la semaine prochaine, c'est normal ? Il y a un bug à la banque ? Maman. Puis, samedi, le ton change. Ça monte en puissance. Réponds. Pourquoi tu coupes tout ? Tu joues à quoi ? Ton père se sent mal, il a des palpitations à cause du stress que tu lui causes. Tu veux sa mort ? Tu es où ? On a besoin d'argent pour mettre de l'essence dans la nouvelle voiture, on doit aller montrer Elodie à tante Jeanne. Et enfin, dimanche et lundi matin, c'est l'explosion de haine et les menaces. Le dernier message est d'Elodie, envoyé il y a 10 minutes, espèce de petite garce égoïste. Tu crois que tu peux nous couper les vivres comme ça ? Maman est en larmes dans la cuisine. Papa est prêt à appeler la police pour abandon de personnes vulnérables. Remets l'argent tout de suite ou je viens à ton bureau te faire la peau devant tes collègues et ton patron. Je vais te pourrir la vie. Je lis le message et je souris. Un sourire froid, sans joie, un sourire de prédateur. Ils parlent de police ? Quelle ironie délicieuse. Ils ne savent pas encore que c'est moi qui vais amener la police à leur porte, et pour des motifs bien plus graves que l'abandon de famille. Je ne réponds pas. Pas un mot. Je fais une capture d'écran de chaque menace, de chaque insulte. Je sauvegarde tout dans un dossier sécurisé sur le cloud. Je vais prendre une douche brûlante. Je m'habille. Pas avec mes vieux vêtements de maison informe. Je mets mon seul tailleur propre, bien coupé, je me coiffe soigneusement, je me maquille pour cacher mes cernes. Je ressemble enfin à l'architecte compétente que je suis, et non à la victime perpétuelle qu'ils ont créée et façonnée. Je sors de chez moi. Je ne vais pas au travail. J'ai pris une journée de congé. Je vais voir un homme dont j'ai entendu parler par un collègue qui a vécu un divorce difficile. Un avocat réputé, spécialisé dans les litiges familiaux complexes. Maître Delorme. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La phase de défense est terminée. L'attaque commence maintenant.
PHN5, Chin DCH Bois NHC ANHANG Con KHB arrivé au cabinet de Maître Delorme. Situé dans un beau quartier haussmannien, je suis nerveuse mais déterminée. C'est un homme imposant, la cinquantaine, au regard perçant derrière de fines lunettes, assis derrière un immense bureau en acajou qui coûte probablement plus cher que tout ce que je possède. L'odeur de vieux livres et de cire d'abeille me rassure étrangement. Ici, c'est le monde de la loi, de l'ordre, pas celui des émotions hystériques de ma mère. Je m'assois dans le fauteuil en cuir face à lui. Je pose mon livre de la honte sur son bureau. Je sors mon téléphone et je lui montre la vidéo du live stream que Victoire a enregistré. Je lui montre les relevés bancaires surlignés. Je lui montre les messages de menaces reçus ce matin. Il regarde tout en silence, prenant des notes sur un bloc jaune. Il fronce les sourcils à plusieurs reprises. « Mademoiselle, dit-il d'une voix grave et posée. Vous savez que récupérer de l'argent donné volontairement à la famille est extrêmement difficile en France ? La loi considère souvent cela comme une obligation alimentaire envers les ascendants ou un don manuel simple. Il n'y a pas de contrat de prêt écrit. Je sais, maître, dis-je, sentant une pointe de désespoir. Mais ce n'était pas un don libre. C'était sous la contrainte d'un mensonge médical. Ils m'ont fait croire que mon père allait mourir. C'est de l'abus de faiblesse ? De l'escroquerie morale ? Pendant qu'il examine les documents bancaires, mon téléphone vibre à nouveau sur le bureau. Une notification Facebook s'affiche. Je jette un coup d'œil. Ma mère a posté un statut. En mode public. Elle a identifié toute la famille, mes tantes, mes oncles, mes cousins, et même certains de mes anciens amis d'école qu'elle en a mis. Je lis à voix haute, la voix tremblante. Le texte est accompagné d'une photo de mon père allongé sur le canapé du salon, les yeux mi-clos, jouant la comédie du mourant, la main crispée sur le cœur. La mise en scène est grotesque mais efficace. Je suis dévastée. Mon cœur de mère saigne. Ma propre fille, Colline, a décidé d'abandonner ses parents malades du jour au lendemain. Elle nous a coupé toute aide financière sans prévenir, nous laissant sans ressources pour les médicaments. Elle préfère garder son argent pour sa vie de débauche à Paris, ses sorties et ses voyages, plutôt que d'aider son père à survivre. Nous sommes obligés de vendre nos meubles ce matin pour acheter de l'insuline. Priez pour nous. Quelle honte d'avoir élevé un tel monstre d'égoïsme. Les commentaires affluent déjà sous la photo. Tante Martine, c'est scandaleux. Après tout ce que vous avez fait pour elle. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Cousin Julien, je savais qu'elle se prenait pour une bourgeoise depuis qu'elle est devenue architecte. Elle a oublié d'où elle vient. Aucun cœur. Une voisine, courage Chantal, le bon Dieu la punira. Les singes volants sont lâchés. C'est le terme psychologique que j'ai appris sur Internet pour désigner les alliés du narcissique qui attaquent la victime à sa place, souvent sans connaître la vérité. Mon téléphone commence à sonner. Des numéros de la famille que je n'ai pas vus depuis des années. Ils m'appellent pour m'insulter, pour me faire la leçon, pour me dire à quel point je suis une mauvaise fille. Je sens les larmes monter aux yeux. C'est injuste. C'est tellement injuste. Ils retournent la situation avec une telle facilité. Je deviens le bourreau aux yeux de tous alors que je suis la victime qui a été saignée à blanc. Maître Delorme lève la main, impérieux. Il a vu ma réaction, ma détresse. Ne répondez pas. Ne commentez pas. Surtout, ne vous justifiez pas sur Facebook. Bloquez-les tous. Chaque interaction, chaque mot que vous écrirez sera utilisé contre vous et tordu pour servir leur narratif. Il tape quelque chose rapidement sur son ordinateur. Pour attaquer, nous avons besoin de preuves solides, indiscutables. Je vais demander un accès complet à votre dossier financier via le fichier FICP de la Banque de France pour voir l'étendue exacte des dégâts et préparer une mise en demeure officielle. Revenez me voir demain matin à la 1re heure. Je rentre chez moi, le cœur lourd comme une pierre. Je passe la soirée à bloquer ma propre famille sur les réseaux sociaux, un par un. C'est comme couper des membres gangrenés. Je me sens plus seule que jamais dans mon petit appartement froid. Mais je tiens bon. Je ne céderai pas. Le lendemain matin, je retourne au cabinet. L'ambiance a radicalement changé. Maître Delorme n'est plus assis. Il est debout près de la fenêtre, regardant une feuille de papier qu'il tient à la main comme si c'était une bombe à retardement. Il se tourne vers moi.
Son visage est grave. Asseyez-vous, Colline. Tout de suite. Son ton me glace le sang. Qu'y a-t-il? Ils m'ont attaqué en justice pour la pension alimentaire? Ils ont réussi? Non, dit-il sèchement. C'est bien pire que ça. J'ai tiré votre rapport de crédit complet et vérifié les incidents de paiement à la Banque de France ce matin. Colline, regardez-moi. Étiez-vous au courant que vous aviez 3 crédits à la consommation en cours de remboursement? Je le regarde, hébété, la bouche entr'ouverte. Quoi? Non. C'est impossible. Je n'ai jamais fait de crédit de ma vie. Je n'ai même pas de découvert autorisé, je paie tout comptant. Il pose la feuille devant moi sur le bureau. Regardez. Lisez ça. Cofidis, 15 000 € empruntés il y a 6 mois. Motif déclaré, aménagement intérieur travaux. Sofinco, 10 000 € empruntés il y a 3 mois. Motif, voyage loisirs. Carte de crédit renouvelable, revolving, 15 000 € de plafond, entièrement utilisé et maxé. Total des dettes actives à mon nom, 40 000 €. Je regarde les détails, tremblante. Les adresses de facturation ne sont pas à mon adresse parisienne. Elles sont toutes à l'adresse de mes parents, en banlieue. Je regarde les copies numériques des contrats que l'avocat a imprimés. Il y a une signature en bas de chaque page. C'est mon nom. Colline D. Mais ce n'est pas mon écriture. C'est une imitation maladroite, tremblante, un gribouillage qui essaie de ressembler au mien. Le monde vacille autour de moi. Je dois m'agripper aux accoudoirs du fauteuil pour ne pas tomber. Ils n'ont pas seulement pris mon argent liquide semaine après semaine. Ils ont volé mon identité. Ils ont utilisé la copie de mon passeport que j'avais laissé chez eux dans un tiroir au cas où pour ouvrir des crédits en ligne à mon insu. Ils ont imité ma signature. Ils ont dépensé 40 000 € en mon nom, ruinant mon avenir financier, me fichant probablement à la Banque de France pour les 10 prochaines années. C'est criminel, murmurai-je, la voix étranglée. Oui, confirme maître Delorme, implacable. Ce n'est plus une affaire familiale, Colline. C'est de l'usurpation d'identité, du faux et usage de faux, et de l'escroquerie en bande organisée. C'est du pénal. C'est grave. Il risque la prison ferme et de lourdes amendes. Il me regarde droit dans les yeux, sondant mon âme. La question est, voulez-vous porter plainte? Ce sont vos parents et votre sœur. Si vous signez ça, la machine judiciaire se met en marche et il n'y a pas de bouton stop. La police va intervenir. Ils seront arrêtés. Je ferme les yeux. Je revois mon père danser avec le champagne sur le siège de l'Audi. Je revois ma mère rire en me traitant d'idiote dans la vidéo. Je revois le message d'Élodie me traitant de garce. Je pense à mes nuits sans chauffage, à ma faim. Ils m'ont volé mon passé. Ils ont essayé de voler mon avenir. Ils ne s'arrêteront jamais si je ne les arrête pas. J'ouvre les yeux. Je prends le stylo noir posé sur le bureau. Ma main est ferme. Où est-ce que je signe? PHN6, CU Twist, Dantin B. Anne CP. La signature apposée au bas de la plainte est la chose la plus lourde et en même temps la plus libératrice que j'ai jamais faite de toute ma vie. L'encre noire sur le papier blanc scelle mon destin et le leur. Maître Delorme a agi vite, avec une efficacité redoutable. Avec les preuves flagrantes que nous avons réunies, les adresses IP des demandes de crédit localisées précisément chez mes parents, les relevés bancaires montrant que l'argent des crédits a été viré directement sur les comptes personnels de ma sœur et de ma mère quelques jours après le déblocage des fonds, le dossier est en béton armé. Il n'y a aucune échappatoire possible pour eux. J'ai passé les 2 jours suivants dans un état second, flottant entre l'euphorie de la justice et la nausée de la trahison. Je suis allé au commissariat central. Un inspecteur m'a reçu, a enregistré ma plainte formelle. En regardant les pièces du dossier, il a secoué la tête avec dégoût. C'est dégueulasse, mademoiselle. On voit ça souvent, malheureusement, mais à ce niveau de cynisme. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Le procureur va adorer ce dossier. Mais je ne voulais pas que la police débarque chez eux tout de suite, au milieu de la nuit. Je voulais leur donner une dernière chance. Ou peut-être, soyons honnêtes, je voulais voir la peur dans leurs yeux. Je voulais les voir réaliser qu'ils avaient perdu.
Je voulais qu'il sache que c'était moi, Colline, l'idiote, la vache à lait, qui tenait désormais le marteau de la justice au-dessus de leur tête. Nous sommes jeudi après-midi. Ma sœur organise une soirée d'inauguration officielle pour sa nouvelle voiture. Elle a créé un événement Facebook public, venez fêter mon nouveau bébé. Champagne, petit four et bonne musique. Elle a invité tout le voisinage, ses amis virtuels, la famille éloignée. Elle veut briller. C'est l'occasion parfaite. Le décor est planté pour le dernier acte. Je prépare mon cadeau. J'ai acheté une belle boîte cadeau rouge avec un gros ruban doré. À l'intérieur, je n'ai pas mis de bijoux ou de parfum. J'ai mis une copie certifiée conforme du dossier de plainte, les relevés de crédit frauduleux avec les fausses signatures surlignées en jaune fluo agressif, et une lettre de mise en demeure formelle rédigée par Maître Delorme, menaçant de poursuite immédiate. Je prends ma vieille Peugeot 206 rouillée, celle qui a du mal à démarrer quand il pleut. Le trajet vers la maison de mes parents, en banlieue pavillonnaire, dure 1 heure. 1 heure de route pendant laquelle je répète mon discours, encore et encore. Je n'ai plus peur. La colère a brûlé la peur jusqu'à la racine. Il ne reste que de la cendre froide et une détermination d'acier trempé. J'arrive devant la maison au crépuscule. Il y a du monde. Beaucoup de monde. Des amis d'Élodie, des voisins curieux qui viennent voir la voiture, quelques cousins. La musique bat son plein, des rires fusent. Au milieu de l'allée pavée, sous les projecteurs du jardin, l'Audi Q3 trône, brillante, obscène, comme une idole païenne. Je coupe le moteur de ma voiture un peu plus loin dans la rue pour ne pas être bloqué. Je prends la boîte rouge sur le siège passager. Je sors. L'air est frais, mais je ne sens pas le froid. Je suis en feu. PHN 7, mon KBTNG, mon entrée dans le jardin jette un froid immédiat, presque palpable. C'est comme si la température avait chuté de 10 degrés d'un coup. La musique semble s'estomper alors que les têtes se tournent vers moi, une par une. Les rires s'arrêtent. Les conversations se figent. Ma mère, Chantal, qui tenait une coupe de vin à la main et riait avec une voisine, se fige en m'apercevant. Son visage passe instantanément de la joie artificielle et mondaine à une fureur masquée, laide. Elle pose son verre sur une table avec un claquement sec et marche vers moi à grands pas, ses talons claquant sur le dallage de la terrasse comme des coups de feu. Elle s'arrête à 1 mètre de moi, me bloquant le passage, le visage déformé par la haine, et siffle entre ses dents pour que les invités n'entendent pas trop. Tu as du culot de venir ici après ce que tu as fait. Tu as humilié ta famille sur Facebook. Tu nous as coupé les vivres. Tout le monde ici sait que tu es une ingrate. Tu viens t'excuser? C'est ça? Tu as réalisé ton erreur? Tu as apporté le chéquier pour réparer tes dégâts? Je la regarde, impassible. Je la scrute. Je ne vois plus ma mère. Je ne vois plus la femme qui m'a bordée quand j'étais petite. Je vois une étrangère. Une voleuse. Une manipulatrice. Non, maman. Je ne suis pas venue m'excuser. Je suis venue apporter un cadeau à Élodie. Pour sa nouvelle voiture. C'est la tradition, non? Ma sœur s'approche, attirée par l'altercation, un sourire narquois aux lèvres. Elle est magnifique et terrifiante à la fois. Elle pense avoir gagné. Elle pense que j'ai craqué sous la pression sociale, que je suis revenue ramper pour mendier leur affection, comme je l'ai toujours fait après chaque dispute. Oh, la petite sœur prodigue est de retour. Lance-t-elle fort, d'une voix théâtrale, pour que son public l'entende bien. Tu as fini de faire ton caprice de gamine? Tu as vu ma voiture? Elle est magnifique, non? Bien mieux que ton épave qui pollue la rue. Elle tend la main vers la boîte rouge que je tiens serrée contre moi. C'est quoi? Des clés pour un porte-clés Louis Vuitton? J'espère que c'est cher. Tu as beaucoup à te faire pardonner. Je lui tends la boîte lentement. Ouvre-le, Élodie. Ouvre-le ici, maintenant, devant tout le monde. C'est très précieux. Ça concerne ton avenir. Et celui de papa et maman. Les invités se rapprochent, curieux, formant un cercle autour de nous. Ils sentent la tension, l'odeur du sang. Mon père, René, est assis sur une chaise de jardin un peu plus loin, un gros cigare à la main, un verre de whisky dans l'autre. Il me lance un regard noir, chargé de mépris, mais ne bouge pas.
Il est trop confiant, trop arrogant dans sa tour d'ivoire. Élodie déchire le ruban avec impatience. Elle soulève le couvercle de la boîte. Son sourire se fige instantanément. Elle fronce les sourcils, confuse. Elle plonge la main et sort le premier document. C'est une liasse de papiers agrafés avec le tampon officiel bleu, blanc, rouge de la police nationale et de la République française. « C'est quoi cette merde ?» demande-t-elle, sa voix perdant de son assurance. « C'est une blague ?» Je monte le volume de ma voix. Je veux que tout le monde entende. Je veux que les voisins entendent. Je veux que le monde entier entende. Ce n'est pas une blague. C'est une copie certifiée de la plainte pénale que j'ai déposée ce matin même auprès du procureur de la République pour usurpation d'identité, faux et usage de faux, et escroquerie en bande organisée. Le silence tombe sur la fête comme une chape de plomb. Un silence lourd, absolu, terrifiant. On entendrait une mouche voler. Le tintement des glaçons dans un verre semble assourdissant. Quoi ? Balbutie ma mère, devenant soudain très pâle sous son maquillage épais. Tu as porté plainte ? Contre qui ? Je la regarde droit dans les yeux. Contre vous trois. Je m'avance vers la table du buffet, je pousse un plateau de canapé, et je sors les autres documents de la boîte, les étalant un par un devant les invités médusés qui s'approchent pour voir. Vous avez volé mon identité pour ouvrir 3 crédits à la consommation en ligne. Cofidis, Sofinco, et une carte revolving. Total, 40 000 €. Vous avez imité ma signature. Vous avez utilisé cet argent pour vos vacances à Nice, vos meubles design, et pour l'apport de cette voiture qui trône dans l'allée. Je pointe Lodi du doigt, mon index accusateur tremblant à peine. Cette voiture n'est pas à toi, Élodie. Elle ne t'appartient pas. Elle est payée avec de l'argent volé. Avec mon argent. Et avec une dette que vous avez mise sur mon dos sans mon consentement. Tu mens. Hurle Élodie, stridente, paniquée. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. C'est faux. Je sors mon téléphone, j'ouvre la galerie et je montre la photo agrandie de la signature falsifiée à côté de ma vraie signature sur ma carte d'identité. Je la montre aux voisins, aux cousins, je fais le tour du cercle. Regardez. Regardez bien. Est-ce que ça ressemble à ma signature ? C'est un faux grossier. Et regardez l'adresse IP de la souscription du crédit. C'est la box internet de cette maison. La police a déjà confirmé la géolocalisation. Les preuves sont accablantes. Les murmures commencent. Les regards des invités changent radicalement. Ils passent de la curiosité amusée au dégoût profond. Ils reculent, mettant de la distance physique entre eux et mes parents. Ils les regardent comme s'ils étaient des lépreux, des criminels. Mon père se lève, tremblant. Cette fois, ce n'est pas de la comédie. Il est pâle comme un linge, son cigare tombe de sa main. Colline, ma fille, arrête ça. On peut s'arranger. On est une famille. Le linge sale se lave en famille. On ne mêle pas la police à ça. Retire ta plainte. Tout de suite. Tu vas nous détruire. Tu ne te rends pas compte. Ma mère se met à pleurer, bruyamment, des larmes de crocodile destinées à amadouer le public. Comment peux-tu faire ça à ta propre chair ? À ta propre mère ? On voulait juste que ta sœur soit heureuse. Elle était déprimée. On allait te rembourser, promis. Me rembourser ? Coupez-je, ma voix claquant comme un fouet. Avec quoi ? Vous n'avez pas un sous-vaillant. Vous vivez sur mon dos depuis 3 ans comme des parasites. Vous m'avez volé 85 000 € en me faisant croire que papa allait mourir d'un instant à l'autre. J'ai mangé des pâtes à l'eau pendant que vous mangez des huîtres. Et maintenant ça ? Le vol d'identité ? C'est fini. Je prends une grande respiration. L'air froid de la nuit remplit mes poumons. Je me sens puissante. Je me sens géante face à eux qui semblent soudain si petits, si pathétiques. J'ai une proposition. C'est un ultimatum. Et c'est votre seule chance d'éviter la prison. PHN 8, BCVAO Hang CP et TUTH, vous avez 24 heures, dis-je d'une voix qui ne tremble pas, résonnant dans le jardin silencieux. Pas une minute de plus.
Je regarde Élodie, qui serre les papiers contre sa poitrine tachée de vin comme pour les faire disparaître par magie. Elle tremble de tout son corps. 24 heures pour vendre cette voiture. Je sais que vous perdrez de l'argent à la revente immédiate, c'est la décote, mais ce n'est pas mon problème. L'argent de la vente servira à rembourser le crédit Cofidis immédiatement. Je me tourne vers mes parents qui se tiennent l'un contre l'autre. Vous allez vendre tout ce qui a de la valeur dans cette maison. Les montres de collection de papa, tes bijoux en or maman, la télé-écran géant, le Thermomix. Tout. Vous allez solder les 40 000 € de dettes frauduleuses qui sont à mon nom auprès des organismes de crédit. Je veux les preuves de virement sur mon bureau demain à midi pile. Et ensuite, demande mon père, la voix éteinte, les yeux rivés au sol. Ensuite, continuez-je, implacable, vous signerez une reconnaissance de dette officielle devant notaire pour les 85 000 € que vous m'avez extorqués ces 3 dernières années avec vos mensonges médicaux. Vous me rembourserez chaque mois, sur votre retraite, jusqu'au dernier centime. Je veux un échéancier sur 10 ans. Ma mère écarquille les yeux d'horreur. Mais on ne pourra plus vivre. On devra vendre la maison pour payer tout ça. On finira à la rue. Alors vendez la maison, répondis-je froidement. Je m'en fiche. Prenez un appartement HLM. Travaillez. Débrouillez-vous. Si demain à midi, je n'ai pas la preuve que les dettes sont soldées et que la voiture est partie, je laisse la plainte suivre son cours. La police viendra vous arrêter ici même. Pour faux en écriture, usurpation d'identité et escroquerie, c'est jusqu'à 5 ans de prison ferme et 375 000 € d'amende. Sans parler du casier judiciaire qui vous suivra partout. Je me tourne vers Élodie, qui a arrêté de pleurer et me regarde avec une haine pure. Et toi, ma chère sœur, adieu tes rêves d'influenceuse glamour. Qui voudra suivre une voleuse condamnée par la justice? Imagine les titres dans le journal local. La famille modèle escroque sa propre fille. Élodie s'effondre sur une chaise en plastique, cachant son visage dans ses mains. Les invités commencent à partir, gênés, dégoûtés, fuyant la scène de crime. Personne ne dit au revoir à mes parents. Personne ne les console. Ils sont seuls. La fête est finie. Le masque de respectabilité est tombé et s'est brisé en 1000 morceaux. Tu es un monstre. Crie ma mère alors que je me dirige vers la sortie, sa voix se brisant. Tu as tué cette famille. Tu vas nous tuer. Tu n'as pas de cœur. Je m'arrête à la grille en fer forgé. Je me retourne une dernière fois. Je les regarde, ces 3 étrangers sous la lumière crue des projecteurs. Non, maman. Je ne vous ai pas tué. J'ai juste arrêté de vous laisser me tuer, moi. J'ai choisi de vivre. Je monte dans ma vieille Peugeot. Je démarre. Le moteur tout saute un peu puis rugit. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Je ne veux pas voir leur effondrement. Je l'ai imaginé tant de fois, mais la réalité est bien plus triste et pathétique. Le trajet du retour est étrange. Je devrais être triste. Je devrais être terrifiée par ce que je viens de faire. Mais je me sens légère. Incroyablement légère. Comme si on m'avait enlevé un gilet de plomb de 100 kilos que je portais depuis ma naissance. Je rentre chez moi. Je me fais une tasse de thé chaud. Je m'assois sur mon lit. Je ne pleure pas. Je souris. Je dors d'une traite, sans rêve, pour la première fois depuis des mois. Un sommeil profond, réparateur, le sommeil du juste. PHN 9, SSPCAVBC Aonyuang le lendemain matin, vendredi, mon téléphone reste silencieux. Pas d'appel, pas de menace. Le silence de la défaite. J'attends. Je regarde l'horloge. 10 heures. 11 heures. À 11h56, 4 minutes avant l'ultimatum, je reçois un email de mon père. Pas de texte dans le corps du mail. Pas d'excuses. Juste des pièces jointes. J'ouvre les fichiers un par un, le cœur battant. Un acte de vente provisoire de l'Audi Q3 à un concessionnaire de rachat immédiat. Le prix est bradé, ils ont perdu au moins 10 000 € dans l'opération par rapport au prix d'achat, mais l'argent est là, disponible. 3 avis de virement urgent vers les organismes de crédit, Cofidis, Sofinco, pour solder intégralement les comptes et clôturer les dossiers.
Une photo d'un reçu d'une boutique d'achat d'or et de bijoux en centre-ville. La somme est importante. Ma mère a dû vendre sa bague en diamant, celle qu'elle aimait tant, et probablement toute sa collection de bijoux. Je transfère tout immédiatement à Maître Delorme. C'est bon, me dit-il au téléphone 10 minutes plus tard, sa voix teintée d'une certaine admiration. Ils ont payé les dettes frauduleuses. J'ai vérifié auprès des organismes, les dossiers sont en cours de clôture. Votre nom sera défiché de la Banque de France sous peu. Vous êtes blanchi. Pour les 85 000 € restants, nous allons mettre en place la reconnaissance de dettes notariées dès lundi. S'il rate une seule échéance, on saisit la maison sans passer par la case départ. J'ai retiré la plainte pénale l'après-midi même. Pas par pitié, ni par amour. Mais par pur pragmatisme froid. S'ils vont en prison, ils ne pourront jamais travailler pour me rembourser les 85 000 €. Ils deviendraient insolvables. Je préfère qu'ils travaillent pour moi. Je préfère qu'ils sentent le poids de la dette chaque mois, qu'ils voient le virement partir de leur compte vers le mien, comme je l'ai senti dans ma chair pendant 3 ans. C'est une punition bien plus longue et éducative que quelques mois de prison avec sursis. Les conséquences sociales pour eux ont été désastreuses, bien pire que la perte d'argent. Dans leur petite ville de banlieue où l'apparence est tout, tout se sait très vite. Les voisins qui étaient à la fête ont parlé. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre, déformée, amplifiée, mais gardant son fond de vérité sordide. Les Dupont ont volé l'identité de leur propre fille pour acheter une voiture de luxe. Ils sont ruinés. Ils sont devenus des parias. Plus personne ne les invite au barbecue du quartier. Le club de bridge de ma mère l'a exclu poliment mais fermement. Mon père rase les murs quand il va acheter son pain à la boulangerie, sentant les regards pesant sur lui. Leur réputation, qu'il chérissait plus que tout, est en lambeaux. Quant à Élodie, sa chute a été la plus brutale, la plus vertigineuse. Sans voiture pour parader, sans argent de poche pour ses sorties, et avec une réputation détruite, quelqu'un a leaké toute l'histoire sur un groupe Facebook local, elle a dû affronter la réalité du monde du travail pour la première fois de sa vie à 32 ans. J'ai appris par Victoire, qui a gardé quelques contacts, qu'Élodie a dû prendre un travail alimentaire. Elle est caissière dans un supermarché Lidl à 20 km de là pour ne pas croiser de connaissances. Elle porte un uniforme en polyester qu'elle détesterait en temps normal, elle scannait des articles toute la journée sous des néons agressifs et elle rentre en bus. Le même bus dont elle se moquait dans sa vidéo. C'est une justice poétique, cruelle mais juste. PHN 10, QQSNG Missea Colline et l'IKT 6 mois ont passé depuis cette nuit fatidique dans le jardin. Je suis assise à la terrasse d'un café parisien, dans le Marais. Il y a du soleil, un soleil de printemps doux et réconfortant. Je porte un nouveau manteau, chaud, élégant, en laine véritable. Je viens de signer le bail pour un nouvel appartement. Un vrai 2 pièces, lumineux, avec un balcon et, luxe suprême, un chauffage qui fonctionne parfaitement. J'ai toujours des cicatrices, bien sûr. On ne guérit pas de 30 ans de manipulation en 6 mois. Parfois, le matin, j'ai encore le réflexe pavlovien de vérifier mon compte en banque avec angoisse au réveil, le cœur battant, avant de me rappeler que je suis en sécurité. Que personne ne va me voler. Que mon argent est à moi. Je n'ai plus aucun contact direct avec mes parents ou ma sœur. Ils envoient le chèque de remboursement chaque mois à l'étude de notaire, qui me le transfère ensuite. C'est notre seul lien. Un lien financier, froid, contractuel, dénué d'affect. Exactement ce qu'ils ont toujours voulu, au fond, quand ils me traitaient comme un distributeur de billets. Maintenant, la relation est officialisée telle qu'elle. J'ai perdu ma famille, c'est vrai. Les repas de Noël seront solitaires ou passés avec des amis. Mais j'ai gagné ma vie. J'ai gagné ma dignité. J'ai appris une leçon fondamentale, le sang ne fait pas tout. La famille, ce n'est pas obligatoirement ceux qui partagent votre ADN. La famille, c'est ceux qui vous respectent, qui vous soutiennent, qui vous aiment pour qui vous êtes et non pour ce que vous pouvez leur donner. C'est ceux qui ne vous voient pas comme une ressource à exploiter jusqu'à l'épuisement. À tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui se sentent piégés par la culpabilité familiale, qui se sentent obligés de donner, de se sacrifier pour des parents toxiques, des frères et sœurs égoïstes ou des proches manipulateurs, écoutez-moi bien. Regardez-moi. Vous n'êtes pas un distributeur de billets. Vous n'êtes pas une roue de secours. Vous n'êtes pas l'assurance vieillesse de vos parents s'ils vous traitent mal. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de survie nécessaire.
Couper les ponts est parfois la seule façon de ne pas se noyer avec eux. Ne les laissez pas vous voler votre avenir, votre santé mentale et vos rêves pour payer leurs caprices et leurs mensonges. Vous valez mieux que ça. Vous méritez d'être aimé gratuitement. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile à raconter, de revivre ces moments de honte et de douleur, mais si cela peut aider une seule personne à ouvrir les yeux et à se libérer, alors ça en valait la peine. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, s'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo pour la faire connaître. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de justice, de résilience et de vérité. Et surtout, racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver? Je lirai chacun de vos messages. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, votre première obligation est envers vous-même. Soyez votre propre héros. Fuck, I almost got out of that. Hi! These dang squirrels, man. Oh, Doug, you're so good at Deadpool. Look, you're Deadpool. We're dying. I'm not doing too bad. Like, it's just the kills aren't getting taken. Doug, the kills can't be getting taken. No, like, I'm not, like, the damage is really good. It's just the attack isn't good. The finish. But you would at least have some, like, KO still. No, because I don't think you understand what's happening to me. I died by Squirrel Girl, and then no one else dies after. I can't go that high. This game, my ult got canceled again. This game is so bad. I don't want to play this. What am I playing? I keep getting fucked over. I got stuck. I just got home from work, guys. Squirrel Girl can cancel my ult. Penny can cancel my ult. Thor can cancel my ult. Wanda can cancel my ult. Wow. I'm pretty sure Cloak and Dagger can also cancel my ult. That's crazy. Why were you even? No, I tried to zip line away, and then they fucking knocked me out and dragged me up. Doug, That just hurt. take like the top right part of your 0 in your KOs and just move it like a little bit towards the middle of that 0. It could be 6. Chat, we're playing with no comms. Oh, Oh, no, no. I had to let some steam out. Doug be like, What? It's all Tommy be like, Pick your hero. what? Or villain. I'm not judging. Okay, I won't be Deadpool. I think Doug, Deadpool how long was the were problem. we wanting to play Marvel? I won't be Deadpool. Automatically hovers over Deadpool, I swear. Why you ask? Because after the Misty Nova's done playing the rematch, she would like to join. But I don't know how long she's gonna play. Understandable. I don't know how long. Toxic, are we gonna get to the movies later or nah? No. Let's go. Okay. So 30 seconds before you we can stay up Get ready. for a while. Either way, after stream, I'm going to the gym. Would make you an excellent assassin. I've been told that before. But that kind of violence isn't really my style. If you came from my world, you would have little choice. I'm gonna touch you.
My order That's- is sharp. Bro, Tommy. The battle starts in 5, 4, 3, what's wrong? 2, 1. All you need to do is Oh capture the boy, mission I area. love playing Groot. Got it? You do? Alright, Oh guys, boy, oh boy. we got this, okay? Our teammate's name is Long Gooch. Oh, ew. Spider-Man's here. It's always a squirrel girl. Oh, wait. Yo, V, thanks for the raid. Oh my god, that Spider-Man's so lucky. Oh, fucking Hulk is unhulked. He's bannered. He's dead. Unhold. Correct. V, how was stream? Man. Alright, that first game was like a warm-up game. Like how it always isn't like bowling, you know, when you go bowling. Yeah. Actually, it's always my first games in bowling. I do good. Because the first game is warm-up, that means everyone else is doing bad. Oh yeah, I forgot I bowled with you and I did better my second game. I can't say that now.